Imaginez un détroit grand comme une autoroute à 8 voies, le passage maritime le plus stratégique de la planète, par lequel transite normalement 1/5 de tout le pétrole consommé dans le monde. Maintenant, imaginez que cette autoroute soit presque vide, pas ralentie, pas encombrée, vide. 72 heures sans un seul tanker. Et pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de là, un président américain regarde les caméras et déclare que tout va très bien, que les records tombent, que l'économie est plus forte qu'elle ne l'a jamais été dans toute l'histoire du pays. Deux réalités parfaitement contradictoires coexistent simultanément. L'une est officielle, l'autre est visible sur les écrans de traçage satellitaire pour quiconque sait où regarder. C'est là que commence l'histoire, non pas dans les discours, mais dans cet écart vertigineux entre ce qu'on nous dit et ce que les données montrent réellement. Le détroit d'Ormuz n'est pas simplement un couloir géographique, c'est un point de pression, un levier, un interrupteur que le monde entier a oublié d'examiner de près pendant des décennies de relative stabilité. À son endroit le plus étroit, il mesure moins de 50 kilomètres. Et pourtant, la quasi-totalité du pétrole du golfe Persique, saoudien, émirati, irakien, koweïtien, iranien, doit passer par là pour atteindre les raffineries d'Asie, d'Europe et les réserves stratégiques des États-Unis. Pas d'alternative crédible, pas de route de remplacement à grande échelle, juste ce couloir d'eau sombre et étroit, sur lequel repose, dans l'indifférence générale, une bonne partie de l'équilibre économique mondial. Les autorités américaines affirment qu'environ 50 navires traversent ce détroit chaque jour. Seulement, les données de traçage maritime en temps réel racontent quelque chose de radicalement différent. Sur une période de 72 heures, les capteurs ont enregistré 0 passage, pas 50, pas 20, 0. Et selon UBS, qui analyse les flux en continu, le trafic reste à une fraction infime de son niveau normal, entre 5 et 10 navires sur plusieurs jours, là où des centaines devraient circuler. Cela signifie qu'environ 90% du flux habituel a simplement disparu. Et cette disparition, personne dans les cercles officiels ne semble vouloir l'appeler par son nom. Or les marchés, eux, n'ont pas attendu qu'on leur explique. Ils ont réagi, mais de manière étrange, presque incohérente. Les prix du pétrole ont brièvement chuté d'environ 90 $ à 80 $, comme si les investisseurs avaient décidé de croire aux espoirs d'un accord diplomatique plutôt qu'aux réalités physiques de l'approvisionnement. Cette baisse est trompeuse. Elle ne correspond pas du tout à ce qui arrive réellement sur le marché mondial. Bien moins de pétrole qu'il n'en faut atteint les économies importatrices. Le déficit est réel, tangible, mesurable, et pourtant le signal de prix semble indiquer le contraire. C'est comme si un hôpital affichait complet, mais que vous regardiez par la fenêtre et ne voyiez aucune ambulance, aucun patient, aucun mouvement. Et pourquoi ce décalage? Parce que les marchés financiers fonctionnent à court terme, sur la psychologie autant que sur la physique. Les traders ont entendu le mot « négociation » et ont acheté l'espoir. Mais l'espoir ne remplit pas les tankers. L'espoir ne remet pas en marche les puits arrêtés pendant un conflit. L'espoir ne reconstitue pas les chaînes logistiques qui ont été interrompues pendant des semaines. Même dans le scénario le plus optimiste d'un accord américano-iranien, les experts avertissent que la reprise complète des exportations prendrait des semaines, voire des mois. Les installations doivent être vérifiées, les équipements redémarrés, les tankers repositionnés sur leur route, et les acheteurs asiatiques doivent retrouver confiance pour passer des commandes fermes. Tout cela demande du temps. Et le temps, dans ce contexte, se paie en inflation, en incertitude et en nervosité sur les marchés. Et s'il n'y a pas d'accord, c'est une question que personne ne veut vraiment poser à voix haute, mais elle plane sur chaque transaction financière de ce moment. Trump lui-même, dans un registre qui n'appartient qu'à lui, a tranché la question de façon brutale. La menace nucléaire iranienne est pire qu'une dépression économique. Ce n'est pas une métaphore politique, c'est une véritable évaluation des risques, formulée par le dirigeant de la première puissance mondiale. Il dit, en substance, qu'il accepte le risque d'une catastrophe économique si cela lui permet d'empêcher ce qu'il considère comme une menace existentielle. C'est un pari d'une ampleur extraordinaire. Et il le joue avec l'argent des marchés, les retraites des ménages américains et la stabilité économique d'une bonne partie du monde. Pendant ce temps, ses conseillers affirment que tout va très bien, que des records de passage de navires ont été établis, que les volumes de pétrole atteignent de niveaux inégalés. Des affirmations qui contredisent directement les données satellitaires disponibles pour n'importe qui disposant d'un accès aux outils de traçage maritime. Bank of America n'a pas tardé à tirer les conclusions. La banque prévoit que l'inflation va s'accélérer sensiblement en juin et en juillet, poussée par le renchérissement de l'énergie qui se répercute sur tout ce qui doit être produit, transformé, refroidi, chauffé ou transporté. L'inflation énergétique n'est jamais isolée.
Elle est systémique, tentaculaire. Le carburant plus cher signifie des camions plus coûteux à faire rouler, des usines plus onéreuses à alimenter, des matières premières plus chères à extraire et à livrer. Et tout cela finit sur les étiquettes dans les supermarchés, les factures de chauffage, les billets d'avion, les abonnements à des services numériques dont les serveurs consomment des mégawatts. Or, derrière cette pression inflationniste, se profile une conséquence que peu d'observateurs ont pleinement intégrée. Un changement radical dans les anticipations sur la politique monétaire américaine. Il y a quelques mois à peine, les marchés ne pariaient sur aucune hausse des taux de la Réserve fédérale. Puis les discussions ont évolué vers une possible hausse en 2026. Et maintenant, Bank of America prévoit 3 hausses au cours de cette même année, ce qui ferait passer le taux directeur de 3,75% à au moins 4,5%. Et si l'inflation reste ancrée à des niveaux élevés, 5% n'est pas exclu avant la fin du cycle. Ce n'est pas une nuance. C'est un retournement complet du scénario, sur lequel des milliers de milliards de dollars d'investissements ont été positionnés. Des positions construites sur une prémisse qui était vraie il y a 6 mois et qui ne l'est plus aujourd'hui. Si vous voulez comprendre ce qui se passe vraiment, abonnez-vous et laissez un like. Parce que la suite devient encore plus sérieuse. La hausse des taux d'intérêt, ce n'est pas seulement un chiffre sur un écran de Bloomberg. C'est le prix du futur. C'est ce que coûte d'emprunter pour construire demain. Et pendant les 2 dernières années, le secteur technologique, en particulier l'intelligence artificielle, s'est construit sur une prémisse implicite. L'argent restera bon marché, les capitaux afflueront sans fin, et les dépenses d'infrastructures pourront croître indéfiniment sans remettre en question la rentabilité. Des milliards ont été investis dans des centres de données, des serveurs, des câbles sous-marins, et surtout des puces électroniques, ces composants microscopiques qui sont le vrai carburant de l'ère de l'IA. Les fabricants de semi-conducteurs ont vu leurs actions exploser. Certains titres ont grimpé de plus de 200% en l'espace de 6 mois seulement. Micron, Samsung, SK Hynix ont bénéficié d'une demande quasi illimitée de la part des géants technologiques qui commandaient des quantités massives de mémoire et de puces de traitement, pratiquement sans plafond budgétaire. Les investisseurs ont extrapolé cette dynamique à l'infini, comme si la loi de la gravité financière avait été temporairement suspendue pour favoriser les adorateurs de l'intelligence artificielle. Mais 3 hausses de taux de 75 points de base ou plus changent radicalement le calcul. Construire un centre de données coûte plus cher à financer. Commander des milliers de puces avec de la dette devient plus risqué. Les grandes entreprises technologiques devront revoir la vitesse à laquelle elles peuvent continuer à dépenser. Et quand les dépenses ralentissent, la demande de puces ralentit avec elles. Ce n'est pas une catastrophe instantanée. C'est quelque chose de plus subtil et peut-être plus dangereux. Une révision progressive des hypothèses sur lesquelles repose l'ensemble de la valorisation du secteur. Pour que la bulle de l'IA commence à se dégonfler, il n'est pas nécessaire que la demande de puces s'effondre. Il suffit que les investisseurs réalisent que la croissance sera plus lente et coûtera bien plus cher qu'ils ne l'imaginaient. Les marchés asiatiques ont été les premiers à absorber le choc, et la violence de la réaction mérite qu'on s'y attarde longuement. L'indice boursier principal de la Corée du Sud a plongé de 10% en une seule session de trading. Le Nikkei japonais a perdu plus de 3%. Taïwan a cédé 3,5%. À première vue, ce sont des chiffres de marché parmi d'autres. Mais ces 3 pays ne sont pas des marchés ordinaires dans le contexte de cette crise. Ils sont au cœur absolu de la chaîne mondiale de fabrication de semi-conducteurs. La Corée du Sud, c'est Samsung et SK Hynix, 2 des plus grands fabricants de mémoire du monde. Taïwan, c'est TSMC, l'usine qui fabrique les puces les plus avancées pour Apple, Nvidia, AMD et des dizaines d'autres entreprises dont les produits structurent notre quotidien numérique. Le Japon fournit les équipements et matériaux critiques sans lesquels les usines de puces ne peuvent tout simplement pas fonctionner. Quand ces 3 marchés s'effondrent simultanément, ce n'est pas un mouvement de panique générale. C'est un signal sectoriel très précis. Les investisseurs ne vendent pas des actions au hasard. Ils vendent une hypothèse. JP Morgan a déjà sonné l'alarme sur la valorisation du secteur des semi-conducteurs. La capitalisation totale du secteur dépasse désormais 6 fois son chiffre d'affaires annuel, environ 2 fois plus élevé que le ratio des 7 grandes valeurs américaines, qui sont pourtant déjà considérées comme chères par la quasi-totalité des analystes. 6 fois le chiffre d'affaires, pour un secteur dont la demande future dépend d'un boom de l'IA, qui lui-même dépend d'un financement bon marché en train de disparaître. Et malgré tout cela, les investisseurs particuliers ont continué à acheter. 12 milliards de dollars ont été injectés dans les actions de fabricants de semi-conducteurs en une seule semaine. Tout le monde veut être dans la même position, convaincu que la prochaine vague d'IA continuera à pousser les cours vers le haut.
Mais c'est exactement là que réside le danger le plus profond et le moins visible. Quand tout le monde est dans la même transaction, et que la transaction commence à se retourner, la porte de sortie devient catastrophiquement étroite. Une hausse de 5% par jour pendant 9 jours consécutifs, c'est le rythme qu'avait enregistré l'indice des semi-conducteurs juste avant le retournement. Ce type de dynamique n'apparaît normalement qu'en 2 occasions précises dans l'histoire des marchés. Un rebond technique au sein d'un marché baissier, ou une bulle spéculative qui approche de son point culminant. La deuxième hypothèse devient de plus en plus difficile à ignorer. Et puis il y a SpaceX. Un cas qui illustre à la perfection les tensions contradictoires qui traversent ce moment précis de l'histoire financière mondiale. L'action de la société d'Elon Musk avait atteint un sommet d'environ 225 $. En quelques jours seulement, elle est tombée à 147 $, une chute de 35%. Pour mettre cela en perspective, ceux qui ont acheté au prix d'introduction de 135 $ sont encore techniquement dans le vert. Mais ceux qui ont acquis des titres lors de la première session sur le Nasdaq à 160 $ ou plus portent déjà des pertes. En une seule journée de trading, SpaceX a effacé environ 400 milliards de dollars de capitalisation boursière. C'est le deuxième plus grand effacement de valeur en une seule session dans l'histoire des marchés financiers. Seul Nvidia les dépasse, avec plus de 600 milliards perdus en une journée en janvier 2024. Ces deux événements illustrent la même réalité. La richesse sur papier peut s'évaporer à une vitesse que même les professionnels des marchés ont du mal à anticiper. Ce qui rend la situation de SpaceX encore plus volatile que pour d'autres grandes entreprises, c'est la structure même du capital. Seulement 4,2% des actions sont en circulation libre sur le marché. C'est un flottant extrêmement réduit. Dans ces conditions, un flux de vente même modéré peut provoquer des mouvements de prix disproportionnés. Si les investisseurs institutionnels commencent à se désengager ou si des initiés liquident des positions, les effets peuvent s'amplifier de manière non linéaire. La mécanique du marché se retourne contre ceux qui sont entrés tard, attirés par l'histoire d'une entreprise qui semblait incarner l'avenir. Mais le problème de SpaceX ne s'arrête pas à la chute du cours. L'entreprise prépare une émission obligataire d'environ 20 milliards de dollars, une levée de dette massive destinée à financer des projets d'intelligence artificielle, des acquisitions potentielles et la construction à grande échelle de centres de données. SpaceX vise même l'obtention d'une notation investissement, ce qui lui permettrait d'accéder aux capitaux des fonds de pension, des compagnies d'assurance et des grandes banques. Ces mêmes institutions qui achètent aussi des bons du Trésor américain. Ce détail n'est pas anodin. Il signifie que le Trésor américain, qui doit déjà lever des sommes colossales pour financer le déficit fédéral chronique, va soudainement se retrouver en concurrence directe avec SpaceX pour attirer les mêmes capitaux sur le même marché obligataire. Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, devra lever des fonds dans un environnement où Elon Musk cherche à lui soustraire une partie des investisseurs disponibles. Ce n'est pas une coïncidence anodine, c'est une collision structurelle entre les besoins de financement de l'État fédéral et les ambitions expansionnistes d'une entreprise privée liée au pouvoir exécutif d'une façon qui n'a pas vraiment de précédent dans l'histoire récente. Et la situation financière de SpaceX n'est pas celle d'une entreprise solidement rentable qui lève de la dette pour optimiser son bilan. L'entreprise devrait continuer à brûler ses liquidités jusqu'en 2028, voire 2029. Les 20 milliards de cette première émission ne seront probablement pas les derniers. À mesure que les projets d'IA et d'infrastructures spatiales s'étendent, de nouvelles levées pourraient suivre sur les 3 prochaines années. C'est un appétit de capital qui va grossir précisément au moment où le capital devient plus cher et plus rare. Il faut maintenant poser la question que beaucoup d'investisseurs évitent de regarder en face. Où se réfugier ? Quand les actions de croissance chutent et que les obligations d'État offrent une protection de plus en plus illusoire, vers quoi se tourne-t-on ? Sur les 10 dernières années, les bons du Trésor américain ont livré des rendements réels négatifs une fois l'inflation déduite. L'investisseur à long terme a perdu environ 3% de pouvoir d'achat par an. C'est une destruction silencieuse de capital qui se produit dans un instrument que des générations entières considèrent comme le refuge ultime. Et pour les investisseurs étrangers, la situation est encore plus précaire. En 2025, le dollar a perdu près de 10% de sa valeur. Ceux qui détenaient des bons du Trésor américain en dehors des États-Unis ont donc encaissé à la fois des rendements réels faibles et des pertes de change substantielles. Ce qui était censé être le port le plus sûr du monde a finalement coûté de l'argent à ceux qui s'y réfugiaient le plus sincèrement. Écrivez en commentaire où, selon vous, tout cela va mener. Et abonnez-vous, à partir d'ici, ça ne fait que devenir plus sérieux. Pendant ce temps, au niveau des ménages américains, la pression s'accumule de façon alarmante, loin des écrans de trading et des conférences de presse. Les dépenses des consommateurs représentent environ 70% du PIB américain. Quand les familles réduisent leur budget, les revenus des entreprises baissent,
les bénéfices se compriment et le marché action perd l'un de ses fondements les plus solides. Or, en ce début d'année, la dette totale des ménages américains a atteint un record absolu, 18,8 000 milliards de dollars. La dette sur carte de crédit seule dépasse désormais 1200 milliards. Et le taux de retard de paiement ne cesse de grimper à mesure que les épargnes s'épuisent et que les réserves financières fondent. Dans ce contexte, 3 hausses de taux supplémentaires de la Fed ne sont pas une abstraction macroéconomique. Ce sont des millions de foyers qui voient leurs remboursements hypothécaires à taux variable grimper chaque mois, leurs crédits automobiles alourdir leur budget mensuel et les intérêts sur leurs cartes de crédit ronger ce qu'il leur reste de marge financière. Et tout cela au moment même où la viande de bœuf a déjà augmenté de 16% en un an. Une tendance qui pourrait se poursuivre tout au long de 2026, peut-être même jusqu'en 2028, parce que les coûts de transport, d'alimentation animale, d'énergie agricole et de conditionnement augmentent simultanément. Se tourner vers le poulet n'offre qu'une économie très limitée, parce que les mêmes dynamiques inflationnistes s'appliquent à l'ensemble de la filière alimentaire, sans exception. Et pendant que les consommateurs serrent leur budget, une menace d'un autre ordre grandit silencieusement à l'autre bout du monde. Les exportations chinoises de puces et de produits technologiques ont augmenté de plus de 100%. Sur le seul mois de mai, la croissance a atteint 36%. Ce n'est pas encore une révolution visible sur les marchés, mais c'est un signal que ceux qui regardent loin comprennent parfaitement. Pékin investit massivement pour réduire sa dépendance aux fabricants de puces étrangers, et dans le même mouvement, pour construire une capacité d'exportation qui viendra concurrencer Micron, Samsung et SK Hynix sur leur propre marché. Cette pression existera indépendamment de ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. Elle existera indépendamment d'un accord américano-iranien. Elle est structurelle, progressive, méthodique, et elle vise précisément le secteur qui a le plus bénéficié de la bulle IA ces 2 dernières années. Même si le choc pétrolier se résorbe dans les prochains mois, le défi chinois dans les semi-conducteurs, lui, ne fera que s'amplifier. Ce qui rend ce moment particulièrement instable, c'est la superposition de toutes ces dynamiques. Ce ne sont pas des crises séparées qui pourraient être gérées une par une, dans l'ordre et avec méthode. C'est la convergence simultanée d'un choc d'approvisionnement énergétique, d'une pression inflationniste renouvelée, d'un changement brutal des anticipations monétaires, d'une bulle spéculative dans le secteur des semi-conducteurs qui commence à se dégonfler, d'une entreprise symbole de l'ère Trump qui s'effondre sur les marchés tout en préparant la plus grande levée de dette de son histoire, et d'une concurrence chinoise technologique qui progresse en silence. Chacun de ces facteurs serait déjà complexe à naviguer isolément. Ensemble, ils créent une configuration que les marchés n'ont pas encore pleinement intégrée dans les prix. La question qui reste suspendue dans l'air n'est pas de savoir si une récession est techniquement possible, c'est de savoir si les mécanismes d'amortissement qui ont absorbé les chocs précédents, taux bas, dépenses publiques massives, confiance absolue dans la capacité de la Fed à intervenir, sont encore disponibles dans les mêmes proportions. Le bilan de la Banque centrale a déjà été réduit, les taux sont déjà élevés, et la dette publique, avec un déficit fédéral abyssal qui s'accroît d'année en année, laisse peu de marge pour un nouveau stimulus massif sans nourrir précisément l'inflation qu'on cherche à combattre. On ne peut pas éteindre un incendie avec de l'essence, même si on la nomme autrement. Trump peut affirmer que l'économie est la plus forte de toute l'histoire américaine. Les chiffres qu'il cite ne sont pas entièrement faux. L'emploi est élevé, les salaires ont progressé, des investissements arrivent dans certains secteurs industriels. Mais les données satellitaires du détroit d'Ormuz sont impassibles. Les relevés de traçage maritime ne mentent pas pour plaire à qui que ce soit. 90% du trafic habituel a disparu. Et chaque jour qui passe, sans qu'un accord durable soit signé, sans que les tankers reprennent leur route, sans que les chaînes d'approvisionnement se reconstituent, augmente la probabilité d'une réévaluation brutale par les marchés. Ce type de réévaluation, quand elle arrive, n'est pas progressive. Elle n'annonce pas sa venue. Elle survient le matin où suffisamment d'investisseurs décident simultanément que le prix actuel ne reflète pas le risque réel. Et à ce moment-là, les 90% de capital qui tentent de sortir par la même petite porte n'ont nulle part où aller rapidement. La vraie question n'est pas de savoir si SpaceX se redressera, ou si les semi-conducteurs repartiront à la hausse, ou si la Fed finira par pivoter à nouveau. La vraie question est plus profonde et plus difficile à poser dans les salles de réunion. Est-ce que les structures qui ont permis au marché de rebondir après chaque choc depuis 2008 sont encore intactes? Est-ce que le monde dispose encore des outils pour absorber une nouvelle onde de choc majeur? Parce que si les obligations d'État ne protègent plus contre l'inflation, si les banques centrales n'ont plus la marge nécessaire pour intervenir massivement sans aggraver ce qu'elles cherchent à soigner,
Et si les ménages arrivent dans cette tempête avec des dettes à un niveau historiquement record, alors la prochaine crise ne ressemblera pas aux précédentes. Elle ne sera pas une turbulence dont on parle pendant quelques semaines avant un rebond en forme de V. Elle pourrait être quelque chose de différent, de plus long, de plus douloureux, et de beaucoup plus difficile à expliquer à ces gens ordinaires dont la seule faute est d'avoir cru que les fondamentaux tenaient encore. Le détroit d'Ormuz est silencieux. Les marchés tremblent. Des centaines de milliards s'évaporent en une journée. Et quelque part dans les bureaux du Trésor américain, dans les salles de réunion des banques centrales, dans les centres de commandement des grandes institutions financières, des gens regardent les mêmes données et se posent la même question en silence. Est-ce que le pire est déjà derrière nous, ou est-ce que nous n'avons encore rien vu ?